Donc, je vais vous parler de la dynamique hydrique et nutritionnelle des mangroves des îles éparses dans l'océan Indien. Donc, notre laboratoire Ecolab est spécialisé donc, dans tout ce qui est écologie, donc dans plusieurs domaines. Donc, ça va de l'étude sur les poissons, sur les oiseaux, aussi en biogéochimie. Et il y a toute une partie dans notre équipe qui s'occupe de la végétation. Donc, moi, au départ, je m'occupais donc tout ce qui est plutôt végétation riveraine. Le bassin versant, je travaille aussi en Inde, en milieu tropical. Et quand on a eu l'arrivée donc de François Fromard, qui était au LET avant dans notre labo, je me suis aussi tourné justement sur le fonctionnement des mangroves. Et dans des milieux donc aussi vastes et à l'interface entre le terrestre et l'aquatique, les isotopes sont vraiment les outils les mieux appropriés pour pouvoir faire des études. Donc je vais vous présenter quelques résultats que nous avons eus sur ces îles un peu particulières que sont les îles éparses. Donc, on a déjà parlé avec Yves tout à l'heure des TAF, avec donc les îles des mers australes. Donc là, on nous a parlé de l'île de Crozet. Et donc, les îles éparses, c'est un petit chapelet d'îles qui est autour de Madagascar. Donc ici, vous avez, donc dans les Comores, vous avez Mayotte. Là, bon, en dehors, c'est caché par la carte, mais vous avez la Réunion. Donc Mayotte et la Réunion, c'est deux points chauds, donc c'est des îles volcaniques, donc avec une certaine altitude. Alors que les îles éparses, donc en fin de compte, c'est 4 îles et un atoll, Bassas de India, qui sont toutes petites, donc moins de 45 mètres carrés en tout, et une altitude très faible, je crois la plus haute doit faire 12 mètres de haut. Donc du coup, malgré le climat tropical, on a une pluviométrie qui est très faible, de 300 pour les îles du sud à 1500 pour celles qui sont plus au nord. À titre de comparaison, à Mayotte, on a entre 1500 et 2500, mais c'est une île avec un sommet, le volcan est érodé, mais il y aurait 600 mètres d'altitude. Et la Réunion, avec un volcan beaucoup plus haut, autour de 3000, on a des précipitations qui atteignent aussi 3000 mm. Donc du coup, on a des très fortes évaporations, on a des milieux assez contraints sur ces îles. Comme c'est des îles, je veux dire, c'est des refuges, c'est des milieux où il n'y a pas, qui ne sont pas habités, à part quelques militaires qui les gardent et un météorologue pour collecter les données, donc très peu d'improvisés. Et donc ça nous permet effectivement d'avoir une référence pour des milieux non impactés. C'est aussi un refuge et une zone de reproduction importante pour les oiseaux et les tortues. Donc dans les oiseaux, donc, il y a les fous, il y a les sternes, il y a les... comment ils s'appellent les autres? Les frégates, qui mangent justement les petites tortues, etc., que tout le monde connaît, quoi. Et comme c'est des îles aussi qui ne sont pas hautes, et bien, le moindre changement climatique aussi peut avoir des conséquences assez dramatiques. Donc c'est intéressant justement de pouvoir les suivre, de voir comment ils s'adaptent. Et pourquoi nous, on s'intéresse à ça? Parce que justement, il y a deux îles. Il y a Europa, la plus au sud, ici, aussi la plus sèche, et Juan de Nova, qui est un peu au-dessus. Toutes les deux ont des mangroves. Et donc, c'est intéressant de voir pourquoi sur certaines îles, effectivement, la mangrove s'est développée, et sur d'autres, pas du tout. Et on regarde aussi, on va faire aussi une étude génétique après pour voir effectivement si les mangroves qu'on retrouve ici sur ces deux îles, est-ce qu'elles sont les mêmes que celles sur la côte africaine, de Madagascar, ou celles à Mayotte, ou ils sont vraiment... comment dire, c'est un milieu en vase clos qui se sont développés à part. Donc rapidement le plan de la présentation. Donc d'abord les deux missions que nous avons fait donc en 2011 et en 2013, voir un petit peu comment on a pu faire l'échantillonnage des différents points d'eau là-bas, essayer de comprendre un petit peu l'origine de l'eau et quelle eau peut utiliser la végétation, parce que je vous ai dit c'est des îles qui sont très sèches, beaucoup d'évaporation, peu d'entrée d'eau douce. Voir un petit peu quel est le moteur justement de cette dynamique, et principalement c'est la marée, et on va voir pourquoi. Je vais décrire un petit peu les mangroves, quelles sont les spécificités des mangroves sur ces deux îles, et qui dit aussi mangrove, normalement qui se développe à l'interface entre le milieu marin et le milieu d'eau douce, d'où viennent les nutriments? Puisque là, dans un système où on n'a quasiment pas d'eau douce, qui va amener les nutriments? Quelle est la source possible? Donc la première mission que nous avons eue, c'était donc en avril 2011 où l'INE avait justement organisé un appel à projet. On a eu la chance de participer avec une vingtaine d'autres équipes. Donc on est parti donc de l'île de la Réunion, de faire le Madagascar. Donc on a d'abord passé quelques jours sur Europa. Ensuite on a vu l'atoll de Bassas de India.
Ensuite, quelques jours sur Juan de Nova. Ensuite, il y a eu une escale à Mayotte, donc il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont entrés. Et ensuite, donc, le dernier groupe d'îles en haut du canal du Mozambique, qui est les îles Glorieuses. Et après, une dernière escale à Tromla avant de revenir. Bon. Le problème comme c'est des zones à rester restreintes, c'est pas toujours évident de faire des manips en quelques jours. Donc après, on a décidé donc de revenir. En 2012, on devait partir avec un avion militaire, mais au dernier moment, il n'y avait plus de place pour les scientifiques. Donc ça a été annulé, bien qu'on avait déjà les billets d'avion pour Madagascar. Et donc on est retourné en catamaran en 2013 avec une autre équipe qui travaille sur les clownfish. Et là, on a pu rester presque une quinzaine de jours. Et là, on a vraiment pu faire une étude un peu plus poussée. Donc, comme je vous ai dit, ces deux îles, donc Juan de Nova et Europa, ce sont des îlots coralliens. Et donc, on a comme ça différents points d'eau qui sont des mares, qui peuvent être soit quelques mètres, soit jusqu'à quelques centaines de mètres. Et en plus, à Europa, on a un très grand lagon intérieur. Le lagon intérieur fait quasiment 9 km², quoi. Et donc, j'ai échantillonné tous ces points d'eau, et tous ces points d'eau, en fin de compte, sont saumâtres. On n'a aucun point d'eau douce. Si on regarde plus en détail, donc ici vous avez l'île de Juan de Nova, avec donc à peu près 6 km et demi de long, 2 km et demi de large. Une précipitation moyenne, vous voyez, autour de 500 mm, donc c'est vraiment limite semi-aride. Pour une zone tropicale, ça veut dire un déficit hydrique. Ça n'empêche que quand même, tout ce que vous avez en vert ici, c'est des formations forestières de fil à eau avec des arbres assez hauts, une quinzaine de mètres de haut. Et en dehors, vous avez surtout, c'est arbustif et avec des veloutiers, des choses comme ça. Et justement, dans ces zones qui sont ouvertes, là, c'est là où les oiseaux viennent se nicher, se reproduire, quoi. Donc les points d'eau, les mares, sont surtout situés dans le sud. Ici, j'en ai représenté quelques-unes, hein. Et les deux petites mangroves, la mangrove ici Rhizophora lumicera, sont déconnectées de l'océan, mais comme le platier est fracturé, l'eau de mer arrive. Et il y a un autre point d'eau, là, qui est le puits Sega, où les militaires viennent s'approvisionner, qui est ici plus au nord. Si on fait une première analyse, on regarde l'oxygène 18 par rapport à la salinité, on voit qu'effectivement, on a une bonne corrélation entre la partie eau de mer, là, qui est à peu près 35 pour 1000, et une partie eau douce, le puits le moins salé, justement, qui se trouve ici, qui sera à peu près vers moins 5. La mangrove qu'on a, serait dans une zone à peu près à mi-salinité, quoi. Si on voit maintenant donc l'île le plus au sud, l'île la plus aride, qui est l'île d'Europa, qui est la plus grande, à peu près 6 sur 7 km, mais avec un lagon intérieur très grand et un deuxième petit lagon ici. Et donc, là, comme cette île est aride, la seule forme arbustive, c'est des euphorbes arborescents qui font 3-4 mètres de haut, justement où viennent se reproduire les fous, et avec aussi quelques ficus. Le reste, c'est que des sensuires. Et là, donc, la seule vraiment strate arborée est la mangrove, qui fait 700 hectares, donc qui n'est pas négligeable. À titre de grandeur, c'est autant que toute la surface de mangrove qu'on a sur l'île de Mayotte, qui est 10 fois plus grande, quoi. Donc là aussi, on a regardé, donc on a échantillonné tous les points d'eau, on a regardé donc l'oxygène en fonction de la salinité, et là on voit que tous les points d'eau, en fin de compte, sont plus salés que l'eau de mer. Donc aucune trace d'eau douce directe. Si on regarde maintenant l'ensemble de ces données isotopiques, donc cette fois on a fait oxygène par rapport à deutérium. En rouge ici, vous avez le Global Methane Waterline. On voit en fin de compte qu'on peut extraire un pôle d'eau douce qui sera à peu près situé vers moins 4. Vous allez dire moins 4, comment se fait qu'on a des valeurs qui sont aussi appauvries sur des îles tropicales si petites? À Mayotte, vous avez la pluie moyenne, la moyenne pondérée fait à peu près moins 3. La seule explication, en fin de compte, c'est qu'on est relativement proche de Madagascar et donc on aurait un effet continental qui expliquerait des valeurs aussi appauvries. Donc pour Juan de Nova, qui est l'île un peu la plus humide, on voit très bien que tous les points qu'on a mesurés, là, les croix ici, s'alignent assez bien. Donc on a une droite de mélange entre ce pôle d'eau douce et l'eau de mer. Par contre, pour Europa, soit on avait en 2011, on avait des valeurs qui étaient proches de l'eau de mer ou l'eau de mer évaporée, soit en 2013, où on avait des valeurs un peu plus négatives. Et là, c'était, je veux dire, on avait cette même source d'eau, mais qui était aussi, on a une droite d'évaporation, quoi. Donc ce qui montre bien, c'est qu'à Juan de Nova, on a des zones
avec une désalinisation, donc avec peut-être une présence d'une lentille d'eau douce, mais avec des entrants d'eau de mer, alors que sur Europa, on n'a quasiment que de l'eau de mer partout, quoi. Donc justement, comment ça fonctionne? Si on essaie de voir une coupe, comment se marche sur ces îlots coralliens? Donc au fond, vous avez le substrat, et ensuite donc le massif corallien. Donc d'un côté, vous avez effectivement les entrants par l'océan d'eau de mer et par le partie lagon, et vous avez donc l'entrée d'eau douce. Et ensuite, bien sûr, effectivement, vous avez aussi une partie qui est nouveau évapotranspirée due aux conditions de forte température, climat tropical. Et donc, cette infiltration d'eau douce, normalement, peut former une lentille d'eau douce et avec une zone intermédiaire, effectivement, avec de salinité médiane, quoi. Donc, dans le cas de Juan de Nova, on aurait une désalinisation qui serait assez forte. Effectivement, on a le puits Sega, on a une salinité qui peut descendre à 6 ou 7 pour 1000. Et par contre, je veux dire, dans Europa, on a ces entrants qui sont marins qui sont très forts et on n'a qu'une zone de mélange, on n'a quasiment pas de traces d'eau douce directe, quoi. Par contre, effectivement, dans les zones qui sont un peu situées au-dessus de l'océan, on peut avoir des nappes perchées, même si elles ne restent pas, puisque c'est des substrats très filtrants, c'est du sable ou du corail. Et donc, c'est là qu'effectivement va pouvoir se développer une végétation noalophile, comme les cas des philao sur Juan de Nova, ou comment ça s'appelle, les euphorбes arborescents et les ficus sur Europa. On s'est aussi intéressé de voir justement dans ces milieux-là comment la végétation quelle source d'eau elle allait prendre. Donc, vu la difficulté du milieu, et qu'on ne peut pas installer de piézomètre sur des missions aussi courtes, et puis bon, il faudra amener du matériel de forage, ce serait trop compliqué, on s'est dit on va installer des sacs en plastique sur les branches et on va prendre l'eau évapotranspirée. L'idée c'était que si en fin de compte on met suffisamment de feuilles dans un milieu fermé, on arrive à saturation et on n'a pas de fractionnement pour pas perdre le signal de source. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc pour Europa, on avait des valeurs qui n'étaient pas trop différentes entre ce qu'on avait au pied des arbres et sur les feuilles, sauf pour un groupe, Avicennia, qui était un peu en retrait. Par contre, pour l'île d'Europa, on avait vraiment des valeurs très différentes et un fractionnement, et donc on n'a pas pu vraiment interpréter ces résultats. On avait fait la même manip à Mayotte quelques années avant pour faire justement en injectant de l'eau lourde. Et cette méthode alors marchait très bien, mais là avec de l'eau, je veux dire naturelle, les moindres petites variations sont amplifiées. Et donc on a décidé de prendre une autre technique. Donc comme nous sommes retournés sur Europa en 2013, j'avais emmené des petites bougies poreuses que j'ai mis dans le tronc des arbres. Et j'ai mis donc une seringue avec une très forte dépression. Et vous laissez ça pendant 24 heures. Et le lendemain matin, vous avez un petit peu quelques gouttes d'eau. Donc c'est de la sève brute. Et ensuite, on l'a analysé. Et on a eu la grande surprise de trouver des valeurs très fortement appauvries. On avait des valeurs isotopiques en oxygène 18 de l'ordre de -7. Et qui se rejoignent, et d'ailleurs qui étaient en moyenne, qui se retrouvaient sur le Global Metering Line. Et je trouvais aussi bizarre que le matin, quand on partait justement dans la mangrove, on avait beaucoup d'humidité, beaucoup de rosée. Donc j'avais prélevé de la rosée sur l'herbe, mais aussi sur le toit où on était hébergé. Et on avait trouvé exactement la même valeur, de -7. Donc ce qui montre, c'est en fin de compte que la végétation, au moins hors mangrove, a cette capacité de récupérer la rosée qui condense le matin et qui compenserait la sécheresse de ce lieu. Indirectement, sur Europa, les premiers colons avaient laissé quelques chèvres et qui se sont multipliées. Maintenant, on a un troupeau d'une centaine de chèvres sauvages. Et vous voyez ici qui broutent soit les sensuires, soit les herbes, et qui survivent donc depuis plusieurs centaines d'années alors qu'il n'y a aucun point d'eau douce. Et ça pourrait être expliqué justement par le fait qu'en même temps qu'elles broutent ces herbes, elles aspirent cette eau douce de la rosée, quoi. Deuxième point, la mangrove se développe toujours parce qu'il y a une dynamique hydrique très forte. Donc ici, on a regardé un petit peu le plus fort, effectivement, quelles sont les caractéristiques de la marée dans le canal du Mozambique. Vous savez que la Réunion, par exemple, on n'a quasiment pas de marée, on a même moins de 0,5 mètres, c'est comme dans les Caraïbes, il n'y a rien. Et d'ailleurs, à la Réunion, il n'y a pas de mangrove, parce que l'île tombe à pic. Alors que dans le détroit du Mozambique, à Mayotte, vous avez des marées de 4 mètres.
et à Juan de Nova 4,50 m. Donc vous avez des îles qui font que 12 mètres de haut, c'est énorme, quoi. Donc effectivement, quand on était donc sur la mission du Marion Dufresne, on avait des gens d'ici, là, qui avaient Laurent Testu et Christine Dresden, qui avaient placé l'année d'avant des capteurs de pression et de salinité, et qui effectivement montrent cette amplitude très forte des marais, et qui nous a donné ces valeurs, donc 4,50 m pour Juan de Nova, et plus au sud Europa, un peu plus petit. Quand on est revenu, nous, en 2013, on a installé aussi 3 divers, donc un en mer, donc c'est celui-là avec le bruit de fond qui correspond aux vagues, qui montre aussi donc, effectivement des amplitudes très fortes. Et à l'intérieur, ça c'est dans le lagon. Bon, par contre, je l'ai placé dans un endroit où on avait la marée basse, il était à sec, donc il nous manque le bas des courbes. Et je l'ai aussi placé au sud de l'île, dans un avenne, où il y a de la mangrove. Et on voit qu'effectivement, on retrouve cette dynamique due à la marée, mais qui est amortie, mais aussi avec un décalage à peu près de 1 heure. Donc effectivement, tous les points d'eau sont effectivement en pression due à la marée et subissent donc cette dynamique. Si on regarde maintenant la mangrove elle-même, donc là on est donc sur Juan de Nova, donc je vous ai dit il y a 2 tout petites mangroves, ça fait moins de 0,5 hectares, et elles étaient découvertes uniquement en 2010 par le botaniste Jean Hiver, qui fait partie donc du Conservatoire de La Réunion. Pourquoi est-ce qu'on les a pas vues? Parce que c'est des mangroves en fin de compte qui sont incluses, qui ne s'ouvrent pas sur la mer, mais qui sont en relation par le récif fracturé. Il y en a une qui est toute petite, c'est tout juste monospécifique, il y a 6 ou 7 pieds de Lumnicera qui fait 6 à 7 mètres de haut, à côté d'un petit trou, là, vous voyez des acrostichums, là. Et l'autre, c'est quand même une belle formation de Rhizophora, mais pure, mais avec des arbres qui font plus de 20 mètres. Là, vous voyez mes collègues en train de grimper sur les racines-chasses pour faire les mesures des diamètres, quoi. Et donc, c'était assez surprenant de voir cette mangrove qui était vraiment très belle et avec aucun signe de dépérissement, qui semblait très jeune, quoi. D'où est-ce qu'elle venait, d'où elle tirait ses nutriments, alors qu'il n'y a aucune eau douce là-dessus. A l'inverse, sur Europa, avec son très grand lagon intérieur, je vous ai dit qu'il fait plus de 9 mètres carrés, on a une grande diversité, donc on a du Ceriops, on a du Rhizophora, on a du Bruguera, on a de l'Avicennia, et après aussi des pins-fils, des choses comme ça, dans différentes zones, avec soit on part de la forme arbustive dans les sensuires, où la salinité est très forte, jusqu'à 60 pour 1000, avec des endroits avec des futaies où on peut avoir des arbres jusqu'à 15 mètres, quoi. Voilà. Et par contre aussi, le fait qu'on soit dans un milieu comme ça ouvert, eh bien, il y a un effet de chasse très important. Je vais vous rappeler, il y a donc 3 mètres de marais, et donc régulièrement, toute la litière et toutes les feuilles sont exportées, et donc les nutriments. Donc ça explique aussi peut-être que la mangrove semble être beaucoup plus vieille, avec des zones de chablis, des zones de dépérissement, etc. Voilà. Donc, qui dit mangrove dit on a besoin aussi de nutriments. Donc, il faut voir un petit peu, donc on a fait des mesures, donc ça c'est sur un petit peu voir au niveau du sol comment les concentrations qu'on avait. Et effectivement, en Juan de Nova, qui était autrefois exploité pour son guano fossile, on a des valeurs de nutriments beaucoup plus fortes qu'à Europa. On a aussi fait des prélèvements de bois pendant la première mission pour faire des analyses carbone 14, pour avoir une idée de l'âge des arbres et aussi de leur vitesse de croissance. Et effectivement, sur Juan de Nova, on aurait des vitesses de croissance 2 à 3 fois plus rapides que sur Europa. Et Europa, on aurait des arbres qui seraient très vieux, les plus vieux qu'on ait carottés, auraient plus de 200 ans. Donc croissance lente, mais une mangrove ancienne. On a aussi regardé sur les feuilles de la mangrove, donc on a fait le carbone 13 et l'azote 15. Donc là, je vous présente rapidement que les résultats de manière globale, mais notre collègue qui est maintenant en Australie, qui fait son postdoc, a aussi regardé aussi le NUE, le Nutrition Use Efficiency, en regardant les feuilles de différentes couloirs un petit peu pour voir quel est comment ça s'appelle, le turnover et comment les nutriments peuvent être recyclés. On voit qu'on a des valeurs sur les feuilles vertes, ici à Juan de Nova, qui sont très, très négatifs, donc les valeurs de moins 30, ce qui est certainement dû au fait qu'on a une forte activité photosynthétique, mais aussi qu'on a vraiment un système forestier très dense.
Par contre, sur Juan de Nova, des valeurs beaucoup plus faibles, mais le souci, ça peut être contraint par effectivement la forte salinité. Et on pense aussi, vu les différences de valeurs d'azote, qu'on a des sources d'azote différentes dans les deux systèmes. Pour terminer, on a essayé de voir à une échelle plus grande. Donc là, on n'a pas travaillé que sur les feuilles, mais on a aussi pris au niveau du sol, au niveau des guanos, puisque je vous ai dit c'est des refuges pour les oiseaux. Donc il y a beaucoup de guanos sur les arbres et sur le sol. Les chèvres aussi font des décès. Et un petit peu de voir un petit peu à l'inverse d'une chaîne trophique pour voir quelle serait l'origine de ces nutriments. Pour l'instant, bon, ce qu'on a, on n'a pas encore toutes les données, mais bon, les feuilles sont à un niveau inférieur, donc on ne sait pas encore exactement d'où viennent les nutriments, mais l'idée était que peut-être que justement, en absence d'eau douce et de nutriments, ça pourrait être amené par les déjections des oiseaux. Voilà, je vous remercie de votre attention et ce programme a été financé donc par l'INE, qui est l'Institut Écologie et Environnement du CNRS. Si vous avez des questions.